D'habitude, on entend souvent à la télé dire que l'optimisation fiscale, c'est réservé aux grands groupes. Mais sauf qu'il se trouve que c'est faux. Ce qui est réservé aux grands groupes, c'est qu'eux peuvent payer la connaissance très cher pour l'optimisation fiscale, mais les techniques en elles-mêmes, tout le monde peut les utiliser. C'est juste l'accès aux techniques qui est réservé aux grands groupes. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démocratisé ça en essayant de simplifier et d'offrir du contenu, des articles qui, je pense être pertinents, et développer de la connaissance, développer des formations, et également accompagner les gens concrètement à se restructurer. Et donc, j'ai développé une spécialité pour l'expatriation et la délocalisation d'entreprises. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre cas de quelques personnes qui me contactent aussi, qui, pour des raisons diverses et variées, ne peuvent pas quitter la France. Donc moi, ce que je dis, c'est que c'est toujours mieux, évidemment, de quitter la France. Ça évite bien des, ça évite bien des problèmes. Mais quand on ne peut pas, il y a quand même des solutions. Tout n'est pas désespéré. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Ok. Surtout quand tu dis quand on peut pas, des fois c'est on peut pas tout de suite, on pourra plus tard, dans 5 ou 10 ans. Donc il y a des gens, je pense, qui Exactement. regardent et se disent je sais que je vais les quitter, mais si je peux gagner 5 ans avec une fiscalité plus douce, pourquoi perdre ces 5 ans? Donc c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est que tout le monde n'a pas forcément le même niveau, tout le monde n'a pas forcément la même structure. Donc en fait, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau débutant, intermédiaire et avancé. Et donc à chaque niveau, une structure appropriée. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé un peu de donner des méthodes d'optimisation qui pourraient s'adapter à peu près tout le monde, dans le sens où quel que soit le niveau de nos auditeurs, ils pourraient normalement voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer leur fiscalité. Mais également, si par exemple quelqu'un est au niveau 1 ou 2, il pourra voir quand il sera au niveau 3, qu'est-ce qu'il pourra faire à l'avenir. Donc voilà comment j'ai décidé d'aborder la chose. Et donc finalement, il va y avoir un découpage. Premièrement, le niveau 1, ça va être le niveau du micro-entrepreneur, parce que souvent c'est le régime le plus adapté, surtout quand on est freelance ou qu'on fait de la prestation de service, puisque comme on n'a rien à déduire, en fait, le fait qu'on soit taxé sur le chiffre d'affaires, c'est pas forcément problématique, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Notamment des artisans ou de personnes qui ont beaucoup de dépenses et qui rentrent une marge assez faible. Le deuxième niveau, ça va être celui du passage en société, donc ça va être le niveau intermédiaire. Le troisième niveau, c'est quand on va commencer à prendre en puissance, ça va être l'internationalisation. Et donc quand on parle d'internationalisation, ce n'est pas forcément quelque chose qui est réservé, comme je disais avant, aux grands groupes, dans le sens où c'est une question de connaissance et de compétences, en fait, s'internationaliser avant tout. Ce n'est pas forcément une question de coût, et je le prouverai parce que j'ai fait des simulations assez précises qui montrent que même si on n'est pas forcément dans un business qui génère des millions, on peut quand même avoir d'une certaine mesure, d'un certain point de vue, intérêt à s'internationaliser. Voilà. Donc, est-ce que tu peux passer dans le slide suivant, s'il te plaît ? Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par le régime du micro-entrepreneur, la micro-entreprise. Donc là, ça va être assez bref, autant le dire tout de suite. Il y a 2 mécanismes d'optimisation qui existent. Premièrement, alors quand on est micro-entrepreneur, on est soumis, au cas où des personnes nous écoutent et n'ont jamais créé de micro-entreprise et ne savent pas encore comment ça fonctionne. Normalement, beaucoup de gens savent maintenant comment ça fonctionne, mais quand on est micro-entrepreneur, il y a 3 impôts. L'impôt sur le revenu, les cotisations sociales et les impôts locaux. Donc, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises. L'impôt sur le revenu est négligeable quand on est micro-entrepreneur, quelles que soient les configurations. Donc, je passe dessus. La deuxième optimisation, ça va concerner les cotisations sociales. Puisqu'en matière de prestation de services, on va payer une somme forfaitaire d'environ 23-24% de cotisations sociales. Donc, ça va être sur le chiffre d'affaires. Il existe un mécanisme d'optimisation qui s'appelle l'ACRE. Et donc, l'ACRE, c'est en fait réservé, c'est l'aide à la création, reprise d'entreprise, quelque chose comme ça. Et c'est lorsqu'on démarre et qu'on est dans certaines situations, alors il y a les gens au chômage, mais il n'y a pas que cela, il y a les gens aussi qui ont moins d'un certain âge, il y a des gens qui ont plus qu'un certain âge et qui sont handicapés, enfin bref, il y a toute une série de personnes qui peuvent en bénéficier, donc ça vaut toujours le coup de voir si par hasard on n'est pas éligible à l'ACRE, puisque ça permet quand même de payer une somme forfaitaire de cotisation sociale de 11% au lieu de 24%.
Donc, c'est une optimisation, c'est toujours ça à prendre. Quand on gagne 50 000 euros, si on doit payer 25%, eh bien, ça fait quelque chose comme 12 ou 13 000 euros. Si on doit payer 11%, ça fait 6 000 euros. Donc, on préfère toujours avoir 6 000 ou 7 000 euros en plus dans sa poche que dans la poche du fisc. Avec ce montage-là, ça va consister à expatrier une partie de sa production de biens ou de services. Alors, ça peut paraître complexe ou je ne sais quoi, ou réservé aux grands groupes, mais encore une fois, c'est pas vraiment compliqué. En fait, et l'idée, qu'est-ce qu'elle est? C'est qu'il est tout à fait légal de créer des sociétés à l'étranger à condition qu'il y ait la substance locale appropriée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste créer une simple boîte aux lettres. Par contre, si c'est une société qui a la substance locale, par exemple, si c'est pour de l'immobilier, l'immobilier est réputé implanté localement. Donc, fatalement, c'est tout le temps le pays du lieu de location de l'immobilier qui a le droit de taxation prioritaire. Et sur les activités commerciales, en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste soit, premièrement, à pouvoir se déplacer régulièrement, mais là, maintenant, se déplacer régulièrement en Roumanie, si on gère une SAS en France et qu'on a sa famille en France, c'est pas forcément simple. Par contre, on peut très bien embaucher quelqu'un en Roumanie, puisque là-bas, les coûts d'embauche sont négligeables. Et donc, c'est ce que je propose de voir sur le slide suivant. Là, l'idée, en fait, donc cette fois-ci, on va passer à l'étape où la personne ne gagne plus 100 000 euros parce qu'elle s'est bien développée, mais elle gagne 200 000 euros. Et or, elle s'est structurée d'une telle manière que la moitié de sa production, de ses services, ils sont réalisés depuis la Roumanie. En conséquence de quoi, 100 000 euros de chiffre d'affaires est réalisé en Roumanie et 100 000 euros est réalisé en France. Donc, du point de vue français, c'est exactement le même tableau que le slide d'avant parce qu'on est dans une SAS où on fait l'optimisation dont on a parlé. Et du côté roumain, on part de 100 000 euros et on va devoir payer les salaires, donc environ 14 000 euros par an, j'ai compté. Et on va donc avoir un bénéfice net de 86 000 euros. Et ensuite, on va payer 1 000 euros d'impôt sur les sociétés. Alors, ce n'est pas l'impôt sur les sociétés, c'est la taxe de 1% sur le chiffre d'affaires, parce que vous êtes micro-entrepreneur et que vous avez un salarié. Donc, dans ce cas-là, il vous reste, vous payez seulement 1 000 euros d'impôt. Et donc, il vous reste un bénéfice net de 85 000 euros en Roumanie. Donc 85 000 euros en Roumanie, plus 64 000 euros en France, eh bien ça fait qu'on a environ 150 000 euros de bénéfices après impôts, après salaire payé, tout compris. Donc si vous aviez embauché quelqu'un en France, si vous allez sur le site de l'URSSAF, alors j'aurais peut-être dû le mettre, vous allez voir qu'embaucher quelqu'un au SMIC, en fait, ça coûte très cher. Si vous prenez en compte les cotisations sociales et patronales, ça va coûter entre 30 et 35 000 euros. Donc, enfin, allez, on va dire 30 000 euros. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et en plus de ça, si vous embauchez en France, donc déjà, vous allez payer 30 000 euros de salaire, donc 2 fois plus qu'en Roumanie. Et en plus de ça, sur les bénéfices, là, vous allez avoir 200 000 euros de bénéfices en France, vous allez en plus payer 25%. Donc, en fait, vous payez 20... Pardon, excusez-moi. Attendez, je bois un coup. Merci, parce que je parlais beaucoup, c'est pour ça. Et donc, qu'est-ce que je disais du coup? Alors, attendez, j'en étais où? La différence entre les salaires des deux côtés. Ah oui, voilà. Une question, voilà. Si tu ne prends pas de salariés en Roumanie et que tu as des freelances en Roumanie, c'est justifiable aussi ou pas? Il faut vraiment avoir quelque chose de fixe. Le problème, c'est que c'est plus difficilement justifiable dans le sens où on va regarder en fait le place of management, tu vois, le lieu de gestion. Et donc, s'il n'y a personne sur place, si c'est toi le directeur, du coup, parce que s'il n'y a personne, il n'y a aucun, c'est toi le directeur, ça veut dire que c'est toi qui, depuis ta société française, donne l'ordre de faire des freelances. Donc, en fait, les freelances sont gérés depuis la Roumanie de manière purement formelle, parce que c'est toi, depuis ta société française, qui recrute les freelances. Donc, ce n'est pas vraiment pertinent. Et en cas de contrôle, alors bien sûr, s'il n'y a pas de contrôle, personne ne va le savoir, mais en cas de contrôle, on ne pourra pas prouver qu'il y a la substance nécessaire en Roumanie. Donc, il vaut mieux avoir un salarié, sachant que
là, j'ai pris un exemple comme ça, mais en fait, le salarié, c'est un coût fixe. C'est-à-dire après que vous gagnez 200 000, 300 000, 400 000 euros, vous allez toujours payer 14 000 euros. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un salarié. Alors, certes, ça fait du people à gérer, mais d'un autre côté, si ça permet, quelqu'un qui gagne 400 000 euros, sinon il devrait payer 100 000 euros d'impôts en France, plus le prix d'un salarié, donc ça ferait 130 000 euros de coût au lieu de 14 000. Donc maintenant, la question, c'est on préfère payer 130 000 et pas gérer de salarié, ou payer 14 000 et gérer un salarié. C'est un peu ça. Ouais, bien sûr. C'est un peu ça le truc, quoi. Et après, je dis gérer, mais entre guillemets, il faudrait qu'il ait un genre d'autonomie concrètement, le salarié. Donc en fait, il suffit juste de décrire à l'avance ses missions et en fait, il suffit de lui donner. Et là, j'ai pris l'hypothèse vraiment où c'est 50-50. Et c'est vraiment fictif. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce truc, parce que là, c'est vraiment simplifié. Mais mettre en place ce montage en pratique, c'est assez compliqué. C'est pas juste on crée une société et on dit toi tu fais la moitié, moi je fais la moitié, chacun prend 100 000. Il y a des calculs, il y a des valorisations de services, il y a ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles. Il y a toute une série de documentation à produire qu'il faut donner à l'administration quand on fait ce genre de montage transfrontière, etc. Donc c'est pas quelque chose non plus qui est à la portée de tous, mais je voulais quand même la donner parce que c'est pour montrer que malgré tout, je veux dire, le montage, une fois qu'il est fait, il est fait, quoi. On paye une fois, mais après pendant 10 ans, on optimise. Mais c'est pour montrer que même sur les petits chiffres d'affaires comme ça, si évidemment c'est possible que ce soit adapté à votre cas et sous réserve d'études personnalisées, mais c'est pour montrer que même sur des petits chiffres d'affaires, on peut réussir à internationaliser son activité et à bénéficier légalement d'une fiscalité étrangère. Et donc le résultat, c'est quoi? C'est que là, au global, on paye 25% d'impôts. Alors qu'un Français si vous faites le calcul entre un Français, j'avais fait la simulation aussi déjà un peu du style, et un Français qui a un employé et qui fait 200 000 euros, en fait, le mec, ça lui coûte, à la fin, au bout du compte, il lui reste quelque chose comme 120 000 euros. Non, il lui reste quelque chose comme 80 000 euros ou 90 000 euros. Là, il lui reste 150 000 euros. Donc, c'est quand même 50 ou 60 000 euros de différence par an. Si on fait ça sur 10 ans, 600 000 euros sur une carrière, ça commence à devenir monstrueux, les économies d'un simple montage comme ça.